Et si on parlait voix? Parlons voix. Voix? Voix. Voix. Parlons voix. Bonjour à tous et bienvenue à cette première capsule de vulgarisation scientifique de Parlons voix. Alors, aujourd'hui, on va parler de la voix à l'hélium. Pourquoi est-ce que notre voix, lorsqu'on inspire de l'hélium, devient aiguë? Pour mieux comprendre ce phénomène, on va en revenir un tout petit peu aux bases de la propagation du son dans l'air. Alors, le son, il a besoin d'un milieu élastique pour se propager, pour voyager. Un milieu élastique, c'est quoi? C'est un milieu qui est composé de particules et qui peut se déformer et revenir à son état initial. Donc on a par exemple l'air, l'eau ou les solides. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une source sonore qui va ébranler les particules, donc qui va donner comme une impulsion à une première particule qui va commencer à vibrer, à bouger autour de sa position de repos, un peu comme un pendule. Donc ça va induire une variation de pression. Et ce mouvement va se propager de proche en proche, donc de particule en particule. Donc on va avoir une série de compressions, donc de rapprochement de particules, et puis de dilatation, donc d'éloignement de particules. Et cette série de compressions et de dilatation, c'est ce qu'on va appeler l'onde sonore. Qu'est-ce qu'on retient de ça déjà? C'est que sans milieu élastique, donc par exemple dans le vide de l'espace, il n'y a pas de son possible, parce qu'il n'y a pas de particules qui peuvent vibrer. Alors, attention, dans cette série de compression-dilatation donc de l'onde sonore, il n'y a pas de déplacement de matière. Donc chaque particule va revenir à sa position de repos. Alors voici donc une image pour illustrer la propagation du son dans l'air, donc cette onde sonore dont on vient de parler. Donc on va avoir en mauve, en temps zéro, donc la source qui va commencer à ébranler la première particule, donc ici qui est en bleu foncé. Donc cette première particule, depuis sa position de repos, va partir vers une pression positive, revenir à sa position de repos, aller vers une pression négative et revenir à sa position de repos. Ça fait donc un cycle entier, donc une surpression et une sous-pression. En faisant ça, on va voir ici donc activer sa voisine, qui elle-même va activer sa voisine. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait ces pendules vont transmettre les variations de pression de proche en proche, et c'est comme ça qu'on va avoir donc une onde sonore qui se propage dans l'air. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a différents milieux élastiques. Le milieu le plus courant dans lequel l'onde sonore se propage et qu'on entend, c'est évidemment l'air. Dans l'air, l'onde sonore a une vitesse moyenne de 340 mètres par seconde. Il faut savoir que dans d'autres milieux élastiques, comme par exemple dans l'eau et dans les solides, la vitesse de propagation de l'onde sonore va différer. C'est-à-dire que par exemple dans l'eau, l'onde sonore va se propager à 1500 mètres par seconde, donc plus rapidement que dans l'air, et dans les solides, encore plus. Pourquoi? Parce que les particules sont plus proches et sont fortement liées, et donc le son va voyager plus vite et plus loin, donc on va avoir moins de pertes que dans l'air. Et c'est pour ça notamment qu'on peut entendre un train par les rails bien avant qu'il soit audible dans l'air. Alors, juste une petite remarque sur la propagation dans l'eau, on va entendre différemment. Il va y avoir des distorsions. La raison principale, c'est que dans l'air, en fait, on entend par les tympans, donc par la conduction aérienne, alors que sous l'eau, on entend par conduction osseuse, parce que les oreilles sont remplies d'eau, c'est-à-dire que c'est le crâne et les os qui vont donc transmettre les vibrations à l'oreille interne. Ça va changer le timbre, et l'eau absorbe aussi certaines fréquences, et c'est pour ça que la voix paraît étouffée sous l'eau. Alors avant de se pencher exactement sur l'hélium, on revient rapidement sur la production du son de la voix, comment est-ce que ça fonctionne. Alors on a 3 étages, le premier c'est l'étage des poumons, donc c'est la soufflerie, ces poumons ils vont fournir l'air un peu comme une pompe. Ensuite l'air va arriver au niveau des plis vocaux, au deuxième étage, c'est donc le larynx, le générateur de son. C'est là que l'air va être transformé en son. C'est donc ça la source sonore qui finalement va ébranler nos particules d'air. Et ensuite, l'onde sonore va se propager depuis le larynx dans les résonateurs, c'est donc la bouche avec la langue, la gorge et le nez. Et donc les résonateurs vont façonner la voix, ils vont filtrer et amplifier certaines fréquences, ce qui va donner à votre voix sa couleur. Alors, une petite vidéo de l'université de Lyon 1 pour vous montrer à quoi ressemble le larynx et comment finalement les plis vocaux vibrent. Donc vous voyez ici que
l'air va s'accumuler en dessous des plis vocaux et avec des phénomènes physiques, en fait, ils vont se rapprocher à chaque fois qu'un petit puff d'air sort. Et c'est donc ça qui fait le cycle vibratoire des cordes vocales. Voilà, vu du dessus, l'air passe à travers les plis vocaux. Une petite vidéo pour vous montrer les plis vocaux en action. Voilà, donc c'est une vidéo au ralenti évidemment, parce que les plis vocaux vont vibrer plusieurs centaines de fois par seconde, à cette manière. Donc on voit vraiment l'ouverture et la fermeture. Alors maintenant, on en vient à notre question principale, la voix et l'hélium. Pourquoi est-ce que quand on inhale de l'hélium, notre voix paraît aussi aiguë? La réponse est relativement simple, c'est-à-dire que l'hélium est plus léger que l'air, et on a vu que les milieux élastiques plus légers vont amener l'onde sonore à se propager plus rapidement. Donc ici, dans l'hélium, par rapport à l'air, les particules réagissent plus vite, et on va avoir une propagation qui se fait environ 970-970 mètres par seconde. Et donc, la voix paraît plus aiguë. Attention, ça ne veut pas dire que les plis vocaux vibrent plus vite. La fréquence de vibration des plis vocaux ne change pas. Ce sont les résonances, donc tout ce qui est au-dessus du larynx, qui va changer. Donc on va avoir les formants, donc les pics de résonance qui sont renforcés par les résonateurs, qui vont monter en fréquence. Et donc le timbre change et la voix paraît plus aiguë et parfois un peu plus nasillarde. Alors un petit exemple donc d'une voix avec l'effet de l'hélium. Donc on a Morgan Freeman qui a une voix relativement grave d'habitude. Because you know what I would call you? It's a sailboat. Sailboat, sorry. Do you know what I would call you? No. Captain Morgan. Alright, here we go, right? Do you ever want to go to space? I really shouldn't be doing this. Le deuxième gaz qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'hexafluorure de soufre. Donc c'est en fait l'inverse de l'hélium par rapport à l'air, c'est que c'est un gaz qui est plus lourd que l'air. Donc qu'est-ce que ça a comme effet? Les particules vont réagir moins vite et le son va se propager plus lentement à une vitesse d'environ 134 mètres par seconde. Ça va avoir comme effet, cette fois-ci, que la voix va paraître plus grave que quand le son se propage dans l'air. Sulfur hexafluoride, which is 6 times denser than air. I inhale some of that. And my voice gets really low, although somehow I'm still funny. It's scientific! Et voilà, c'était donc l'explication du changement de la voix par les différents types de gaz. Attention cependant, respirer les gaz peut être très dangereux. Gardons l'hélium et l'hexafluorure de soufre pour les ballons. Merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.